Alors, le sujet du jour, c'est comment créer une application qui s'attirera des critiques dithyrambiques. Donc, pour faire plus court, une application qui a des super retours utilisateurs. Donc, c'est l'objet ce live aujourd'hui, YouNup. Donc, on va voir ça pendant une petite heure ensemble. Bonjour à tous. Bienvenue. Ok, bon, on va commencer. Alors, déjà, le sujet, c'est donc comment créer une application qui s'attirera des critiques dithyrambiques, donc des super critiques. Et déjà, je me présente, donc je m'appelle Benoît Pilanget, et ça fait à peu près 10 ans que je travaille dans le milieu des projets complexes, d'abord pendant plusieurs années dans le monde de la recherche au CNRS, où je gérais des projets collaboratifs à l'échelle européenne, donc c'était très complexe. C'était des projets notamment qui avaient des partenaires qui étaient concurrents les uns avec les autres, donc c'était pas facile. Et puis ça fait quelques années maintenant que je suis dans le milieu du produit. Donc vous savez, le milieu du produit, ça peut être assez complexe, surtout si on veut avoir des super retours utilisateurs. Donc ça fait 4 ans que je suis dans le produit. J'ai eu des expériences en startup et en ESN. Pour être un peu plus précis sur mon activité actuelle, je suis donc je fais partie de l'ESN YouNup. L'ESN YouNup qui a plusieurs agences en France. Le siège est à Nantes, et il y a une agence à Rennes, à Lille, à Bordeaux et à Lyon. Et donc on est spécialisé sur les trois étapes de conception du produit, donc le design, le build et le test. Mais on va plonger tout de suite dans le cœur du sujet. Alors, petit spoiler, puisqu'on est dans le monde du cinéma, là on va arriver sur ce qu'est le Net Promoter Score. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Le Net Promoter Score, c'est un peu l'équivalent des étoiles, des notes données pour chaque film sur Allociné. Et il s'avère qu'il y a plein d'entreprises qui recueillent les notes de leur application. On a tous répondu à des enquêtes de satisfaction utilisateur. Et donc, ce qui se cache derrière, c'est le Net Promoter Score. Et donc, tout ce qu'on va voir dans la prochaine heure, c'est comment créer une super application qui donc qui va donner un Net Promoter Score excellent. Donc, on va avoir 3 parties sur ce live. La première partie, on va s'occuper de notre public, savoir à qui on s'adresse et surtout savoir qu'on est tous très irrationnels, même si on pense être doué de logique, on l'est, mais on est aussi irrationnel. La deuxième partie, ça va être sur le fait de vraiment créer l'application, donc de façon très opérationnelle. Et en dernier lieu, on va voir comment faire une application qui est vraiment qualitative, parce que la qualité, c'est aussi satisfaire l'utilisateur. Donc les 3 parties, donc savoir trouver son public, avoir un casting d'acteurs sur mesure pour être opérationnellement très bon, et surtout s'appuyer sur la qualité du produit pour avoir un bon produit. Donc première partie, savoir trouver son public. Comme je vous ai dit un petit peu avant, donc on va d'abord voir que l'on est tous totalement irrationnels. La première chose que je voulais aborder, donc là on est un petit peu sur du théorique, on est sur une théorie de sociologie, parce que la sociologie est aussi importante dans le milieu de l'informatique. C'est la théorie de l'habitus. Je ne sais pas si vous connaissez cette théorie-là. Mais il s'avère que l'on est tous héritiers. On est tous héritiers, bien sûr, d'argent de notre famille, mais surtout, on l'oublie tout le temps, héritiers par rapport à nos interactions sociales. Puisque nous mettons en œuvre de façon totalement inconsciente des manières héritées de nos pères, donc les personnes qui nous entourent. On hérite des manières de percevoir le monde, les manières de juger le monde et les manières de se comporter dans le monde. Et pour être très succinct,
Des individus qui ont les mêmes conditions d'existence et les mêmes situations socio-économiques partagent un même habitus. Et donc, on a tous un ou plusieurs habitus dans lesquels on se retrouve. Donc, c'est un petit peu théorique, mais finalement, ça a un aspect très pratique, puisque, par exemple, l'habitus, ça peut se traduire par, de façon très concrète, la culture d'entreprise. On travaille tous dans une entreprise et on a tous une culture d'entreprise. Et la culture d'entreprise, ça peut être quoi? Ça peut être le fait de travailler tous les jours avec ses collègues et d'avoir des heures de pause café. Ça peut être des manières de travailler avec ses collègues, de savoir à qui s'adresser, comment s'adresser à ces personnes. Ça peut donner lieu à des confrontations entre plusieurs départements. Ça, c'est une culture d'entreprise. On a tous une façon de se comporter avec nos pairs. Et pour pouvoir rentrer dans le moule d'un même habitus, quand on entre dans une entreprise, on est obligé de partager les manières de percevoir le monde, les manières de juger le monde et les manières de se comporter qui sont partagées par nos collègues. Sinon, c'est un peu compliqué de travailler avec ces personnes-là. Donc, on est tous complètement influencés par notre environnement et on s'adapte à notre environnement de façon très naturelle. La deuxième théorie sur le fait que l'on est totalement irrationnel, tout le monde les connaît, mais je le rappelle ici, c'est qu'on a tous des biais cognitifs. On est tous doués de logique, doués de raison, mais la logique, la raison, eh bien, ça prend de l'énergie, ça prend du temps, et on est tous feignants au fond. Et c'est beaucoup plus simple de prendre des décisions totalement irrationnelles, parce que c'est un raccourci pour notre cerveau, et notre cerveau a pas envie de travailler, et il nous envoie en ligne droite vers une prise de décision, même si on n'a pas décidé de façon consciente que l'on prenait une décision. Et donc ces biais cognitifs-là font que nous avons un jugement totalement altéré de la situation, si on n'y prend pas garde, que l'on a une absence d'effort, donc on est feignant, mais ça nous permet d'avoir une décision très rapide, puisqu'on n'a pas besoin de réfléchir, et puis ça peut être très intéressant en cas de danger de prendre une décision très rapide sans analyser la situation, et ça c'est aussi une force. Mais il faut en être conscient parce que il s'avère que l'on est tous irrationnels, et quand on veut prendre une décision, quand on veut parler avec les gens, il faut être conscient que les personnes à qui on s'adresse et nous-mêmes, on est sujet à des biais cognitifs, et donc il faut y prendre garde. Donc je vais donner deux exemples de biais cognitifs qui sont liés à une application. Le biais d'autorité, il est assez connu. Le biais d'autorité, c'est le fait de prendre une figure qui a autorité qui est une figure qui est célèbre, dont le jugement est respecté. Et donc, si cette personne-là prend une décision, un avis, cet avis peut être facilement pris comme argent comptant, et on va suivre cet avis-là. Donc, j'ai deux exemples de biais d'autorité. Le premier, c'est par exemple, on a tous vu les publicités, par exemple les publicités Comme J'aime avec Benjamin Castaldi qui dit que grâce à Comme J'aime, il a perdu du poids et ça marche super bien. Donc là, quand on regarde la publicité et qu'on réfléchit pas forcément, on se dit ah super, moi aussi j'ai envie de perdre du poids, je vais faire comme Benjamin Castaldi et je vais prendre Comme J'aime. Et dans une expérience que j'ai eue où j'étais justement en start-up, dans le milieu du BTP, on travaillait sur un logiciel, un CRM pour les BTP, et on avait un concurrent direct qu'on avait étudié, et ils avaient pris une figure très intéressante pour convaincre les personnes d'acheter leurs produits. C'est qu'ils avaient pris comme figure Philippe Candeloro pour dire que ce CRM pour le BTP était super intéressant, alors que Philippe Candeloro, il a aucun lien avec le BTP, donc il a aucune autorité sur la gestion d'une entreprise du bâtiment. Mais cette entreprise-là a visiblement pas très bien compris le biais d'autorité, et ils ont utilisé cette image-là. Donc, il faut bien comprendre les biais cognitifs avant de vouloir les utiliser. Le deuxième biais cognitif intéressant, c'est l'effet Dunning-Kruger.
Donc, pour simplifier, l'effet de Dunning-Kruger, c'est que quand on ne comprend pas un sujet, on le simplifie. Et donc, on le simplifie, on réduit sa complexité pour prendre des décisions beaucoup plus rapides et ainsi être supposément efficace. Donc, en pratique, l'effet du Dunning-Kruger, donc si vous travaillez dans le produit et que vous, par exemple, vous parlez avec des utilisateurs, ils peuvent vous dire « Ah, mais c'est simple, il y a juste à développer ce bouton ». Alors que quand on connaît exactement comment une application fonctionne, et ben parfois juste développer un bouton, c'est pas simple, ça peut coûter très cher, et si la personne dit c'est simple, il y a juste à développer un bouton, c'est pas qu'elle est bête, c'est juste qu'elle est biaisée par ce biais cognitif, et pour elle ça paraît simple alors que ça n'est pas. Et donc il faut parfois l'expliquer et expliquer tous les tenants et aboutissants des développements qui sont décidés. Et donc, comme on est tous totalement irrationnels, eh bien, on peut être très réfractaire aussi au changement. Dans vos équipes et même dans mes équipes, quand on a une super idée innovante, on se dit « Ouais, super, ça va tout révolutionner, on va tout déchirer ». Sauf que il y a une courbe de diffusion de l'innovation qui est très connue, je la rappelle ici parce que vous l'avez sans doute déjà vue, c'est que quand on est très innovant, eh ben on se heurte à un mur puisqu'on n'est pas prêt. Les personnes qui sont les cibles de cette innovation ne sont pas forcément prêtes. Et même si on a une super idée, eh bien, il faut batailler parce que les gens vont pas forcément tout de suite adopter une innovation. Donc on voit ici que il y a une toute petite partie de la population qui est extrêmement friande des innovations, qui est prête à tout tester, même à jeter leur nouvel achat au bout d'un mois, parce que tout ce qu'elles veulent, c'est tester des choses innovantes. Donc il y a 2,5% de la population, en gros, qui est très friande d'innovation. Après, on a les premiers adoptants, et ensuite, on franchit le gap pour diffuser sur toute la population et vraiment diffuser toute l'innovation. Et le meilleur exemple de ça, c'est les téléphones portables. Les téléphones portables ont été développés à la fin des années 80, années 90, et au début, il y avait que quelques personnes qui utilisaient les téléphones portables. Donc, c'était les personnes qui avaient les moyens de se payer, et surtout qui avaient vraiment envie d'avoir ce moyen de communication. Il a fallu des années et des années pour diffuser cette innovation, et bien sûr, il a fallu adapter le produit à la réalité du terrain, à la réalité des habitudes des personnes. Et aujourd'hui, avec les iPhones, on est tous totalement dépendants des téléphones portables, mais on vient de loin. Donc, la courbe de diffusion de l'innovation nous montre que c'est pas parce qu'on a une super idée de départ que forcément ça va avoir un succès tout de suite. Il faut en être très conscient et être très humble à ce niveau, parce que même si on a un produit très innovant, eh ben, c'est peut-être pas le bon moment, on l'a peut-être pas bien apporté au public, et donc il faut s'attendre même à un rejet. Donc là, on a vu quelques théories pour savoir comprendre son public, et il y a quand même des outils pour aller au-delà de ces biais cognitifs et vraiment comprendre dans le fond notre public, nos utilisateurs. La première des choses, c'est la donnée quantitative. Donc, on a tous des données qui sont extrêmement diffusées aujourd'hui. Et qui connaît toutes nos données? Eh bien, en fait, c'est toutes les entreprises qui vendent des produits digitaux. C'est Google, bien sûr. C'est Apple, c'est toutes les entreprises qui ont produit des applications que l'on a sur nos téléphones, et on a tous accepté les conditions d'utilisation de nos applications, et donc toutes nos applications suivent nos moindres faits et gestes, et donc la donnée, elle est là, elle existe, et donc même si on a des biais cognitifs, même si on a des habitus, même si on pense mieux savoir, eh bien en fait, les chiffres, ils ne mentent pas. Et donc là, pour ce sujet, j'ai deux exemples. Le premier exemple, c'est une fonctionnalité qui est très connue aujourd'hui de Netflix. C'est la fonctionnalité de recommandation. À l'origine,
la fonctionnalité de recommandation de contenu sur Netflix était très différente d'aujourd'hui, puisqu'à l'origine, Netflix nous demandait de lui dire quel contenu on voulait se voir proposer. Et tout le monde mettait du contenu qui était socialement acceptable. Donc on voulait tous voir des documentaires, des films historiques, des films d'art et d'essai, parce que c'est pas forcément très bien vu de voir des comédies romantiques et de voir du fantasy ou des choses comme ça. Et donc Netflix a bien vu au bout d'un moment que finalement cette fonctionnalité elle marchait pas du tout. Et elle a complètement changé son fusil d'épaule. Elle a pu demander l'avis des utilisateurs, sauf que elle a mis en place elle a intégré l'intelligence artificielle dans son logiciel. Et aujourd'hui, les recommandations Netflix que l'on a, eh bien, c'est pas nous qui les choisissons, c'est lié à ce qu'on a déjà vu, au même type de public qui nous ressemble, et c'est lié au fait aux films et séries qui sont vus par le même type de public dans le même pays. Donc par exemple, toutes les semaines aujourd'hui, on a le top 10 des meilleurs contenus, des contenus les plus regardés sur Netflix, et forcément ça nous influence. Et au final, est-ce qu'on est plus malheureux? Ben non, puisqu'on nous donne du contenu qu'on a envie de voir, et ça ne nous empêche pas de regarder des documentaires et des choses plus sérieuses, mais au fond des choses, eh bien on a tous envie de se poser devant Netflix et de regarder du contenu un peu facile à voir pour pouvoir le binge-watcher. Le deuxième exemple, c'est quelque chose qui est utilisé par toute entreprise qui a une équipe marketing digne de ce nom. C'est l'analyse des SERP, donc les Search Engine Result Page, donc c'est les résultats Google, tout simplement. On fait tous des recherches sur Google aujourd'hui et on utilise tous des mots-clés, donc ça peut être à combien est vendu un scooter et on a la localisation, par exemple à Nantes, on sait combien de personnes recherchent les prix des scooters. Ça peut être n'importe quoi, on demande tout et n'importe quoi à Google et Google garde tout. Et il y a des services payants qui permettent aux équipes marketing d'analyser toutes les recherches que les utilisateurs font. Et ça permet aux entreprises de bien connaître les attentes de leurs prospects, de leurs utilisateurs potentiels, et de savoir si leur plan marketing, leur plan commercial pourrait fonctionner en fonction des attentes des utilisateurs. Parce que en tant qu'entreprise, on peut vouloir vendre un produit, mais si on se rend compte par les mots utilisés dans les recherches, par les verbatims, que les mots-clés utilisés sont pas liés à un acte d'achat, mais plutôt à une curiosité ou à des services plutôt gratuits, eh bien, c'est pas forcément une bonne idée de mettre beaucoup d'argent pour créer ce produit-là, parce que l'acte d'achat derrière, il sera pas là. Et donc, le mieux, c'est de miser sur vraiment des types de produits, des types de services pour lesquels nous, les utilisateurs, les citoyens, on est prêt à effectuer un acte d'achat. Donc ça, c'est extrêmement précieux pour les équipes marketing pour pouvoir tout analyser. Mais le deuxième type de données, vous me voyez venir, c'est la donnée qualitative. La donnée qualitative, c'est tout simplement évaluer les cas d'usage de nos utilisateurs. Donc, c'est savoir mener des entretiens utilisateurs pour aller au-delà de la solution et vraiment penser besoin au lieu de la solution. Et pour cela, donc, il y a plein de méthodes d'entretien pour recueillir les avis utilisateurs, et notamment le fait d'éviter les biais cognitifs. En posant des questions, il faut éviter les biais cognitifs. Mais moi, j'ai un petit framework où, par exemple, dans le cadre du B2B, je donne le poste de la personne, son background, ses objectifs métiers, ses routines, plein de choses. Mais finalement, c'est pas ça le plus intéressant dans le cas d'usage. Le plus intéressant, finalement, c'est de savoir que l'on ne sait rien. Comme un grec l'a dit, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien.
Et donc en fait, il faut vraiment aller sur avoir une manière d'aborder les choses en partant du principe que l'on n'a aucune connaissance du sujet, que l'on n'est pas du tout biaisé par nos préconceptions. Et par exemple, j'ai une collègue product owner qui a une méthode pour éviter dans ses entretiens utilisateurs d'être biaisée. Elle arrive sur le terrain, elle pose des questions aux utilisateurs, mais d'abord, elle leur dit « Faites comme si j'étais en formation, que je ne savais rien et que vous me formez à vos process ». Et ça, c'est super important parce que ça veut dire que la personne va pas penser aux solutions, à dire « Oui, il me manque ci, il me manque ça, il faut un bouton ci, il faut un bouton là ». Non, elle va juste expliquer ses process et derrière, c'est tout le boulot du product owner de savoir analyser ce qu'on a vu et pour pouvoir penser vraiment besoin. Et moi, j'ai une petite phrase que je pose tout le temps, une petite question que je pose tout le temps en entretien utilisateur, c'est pour aller au-delà de la solution et vraiment penser besoin, c'est si j'avais une baguette magique, quel souhait voudrais-tu que je réalise? Et là, la personne avec qui on a un entretien, elle pense un peu plus macro, elle est sortie de son quotidien et ça lui permet de rêver un petit peu parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, les personnes avec qui on s'entretient, elles n'ont pas les connaissances forcément, les connaissances techniques et donc peut-être qu'elles vont demander quelque chose qu'elles pensent technique mais qui est très simple ou très difficile et peut-être quelque chose qui pourrait totalement révolutionner son quotidien est vraiment simple à développer. Et donc, par exemple, durant ma mission actuelle, j'ai eu 2 types de réponses à cette question. C'est dans un contexte de l'éducation, donc c'est des personnes qui travaillent en relation avec des étudiants. Il y a une personne qui m'a dit « Ce que je souhaite, c'est que tous les étudiants lisent toutes les communications, puisqu'ils envoient beaucoup de mails, ils font plein d'événements pour communiquer à leurs étudiants, mais ils savent qu'ils ne lisent rien. » Et donc, le fait de dire que leur souhait, c'est que les étudiants lisent toute la com, eh bien, ça permet de réfléchir à des petits quick wins, à des petites choses pour faire en sorte que les étudiants lisent vraiment les communications. Un autre exemple qu'on m'a dit, c'est « Je souhaiterais avoir un logiciel qui pense comme moi et qui me conseille pour aller plus vite. » Donc là, il y a plein de manières de répondre à cette question-là. La personne, elle s'y connaît pas du tout, par exemple en machine learning, mais on pourrait très bien penser à une solution avec une arborescence, logique. Donc, ça permet vraiment, en tant que product owner, d'avoir ces retours-là, de penser un peu plus global et éviter de penser solution tout de suite. Il faut y penser, mais pas tout de suite. Et donc, avoir toutes ces informations-là, qualitatives et quantitatives, ça permet de rédiger des épiques dans lesquels on peut vraiment expliquer le contexte, expliquer les besoins profonds. Et ça va vraiment permettre aux parties prenantes du développement, aux développeurs, de bien comprendre le sujet et eux-mêmes de les amener à réfléchir à des solutions. Parce que toutes les solutions sont super bonnes à prendre et de bonnes expériences. En général, les meilleures solutions, les solutions les plus innovantes, c'est pas forcément le PO ou les utilisateurs qui y trouvent, c'est les développeurs. Et donc là, pareil, j'ai un framework j'ai un plan que j'utilise pour rédiger les épiques où je donne le contexte, j'explique le problème, j'explique la valeur pour les utilisateurs, les exigences du produit, les exigences de conception. Donc, c'est par exemple, c'est lié par exemple à l'architecture système du produit, etc., etc. Et donc, ça permet vraiment de penser besoin et pas solution. Donc maintenant, une petite pause. Une fois que l'on a vraiment compris son public, son audience, il faut mettre en œuvre la conception, les travaux, le développement. Et donc pour ça,
on pense qu'il vaut mieux avoir un casting sur mesure pour rester dans le thème du cinéma. Et la première chose que l'on va voir, c'est ce concept d'intelligence collective mis en œuvre dans l'entreprise. L'intelligence collective a été théorisée au début des années 2000 par Pierre Lévy, mais elle a été un peu galvaudée, elle a été un peu utilisée dans plein de milieux, plein de contextes, y compris en politique. Mais ici, je résume un petit peu ce que veut dire Pierre Lévy dans son papier scientifique. C'est que le langage est à la base de toute la culture. Et le langage permet à des communautés humaines de communiquer et donc de survivre. Et surtout, ce qui nous intéresse vis-à-vis de l'intelligence collective, c'est que le langage est le moyen pour transporter, communiquer des idées. Deuxième chose, c'est que les savoirs actuels sont très fragmentés. Il y a 200 ans, quelqu'un pouvait se targuer de connaître enfin 200 ans, peut-être un peu plus, on va dire 400 ans, quelqu'un pouvait se targuer de connaître tous les savoirs les plus précis, les plus en pointe de la connaissance humaine. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On est tous experts de quelque chose. Ça peut être compliqué de se comprendre. Et donc, étant donné que le savoir est très fragmenté, eh bien, ça pose problème pour pouvoir prendre des décisions intelligentes. Troisième chose, c'est qu'on vit dans un monde totalement mondialisé, avec une économie de la connaissance, des échanges virtuels qui sont un enjeu, mais qui sont aussi une chance, parce que les échanges virtuels permettent de mieux interagir les uns avec les autres. Et donc, ça peut être un contexte très positif pour faire émerger de l'intelligence collective. Par défaut, les idées circulent de façon très directe. On a un ensemble d'idées dans la population, dans la société. Les idées diffusent dans les populations, ça travaille un peu dans les populations, et après, les idées sont un peu modifiées, et c'est un cercle un peu passif, un peu vicieux, puisque il n'y a pas de contrôle sur les idées qui sont émergées de la population. L'inverse de la circulation passive des idées, c'est la circulation active des idées, donc avec de la vraie intelligence collective. On a toujours les populations, mais dans ces populations, on peut en ressortir une idée, une deuxième idée, une troisième idée, et toutes ces idées-là, on va les cultiver sur une même plateforme, un écosystème, pour faire émerger de la vraie intelligence. Donc là, on est dans le vrai contrôle, un contrôle positif, le vrai contrôle pour faire émerger de nouvelles idées. Et donc là, d'après Pierre Lévy, ça implique une plus grande prospérité économique, une hausse de l'intelligence collective, puisqu'on fait émerger de nouvelles idées grâce à la confrontation des idées les unes avec les autres, et ça nous apporte de la richesse culturelle, puisqu'on a pu échanger les uns avec les autres, et on ressort plus riche de ce processus. Et en fait, cette circulation active des idées est totalement mise en œuvre dans l'entreprise, et dans les meilleures entreprises, elle est mise en œuvre d'ailleurs. Je voudrais parler du projet Aristote de Google, qui est assez connu, mais je vais en rappeler les grands aspects. Donc, Google en 2007-2008 a voulu trouver la recette miracle pour savoir comment avoir des équipes super productives. Il voulait trouver le secret des équipes productives. Il pensait que c'était la diversité des personnes, il pensait que c'était le fait d'avoir les meilleurs experts, donc ils étaient biaisés complètement. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que c'était pas du tout ça, le secret, puisqu'ils ont étudié plus de 180 équipes Google, et ils ont trouvé que le secret, eh bien, c'est la sécurité psychologique. La sécurité psychologique, c'est le fait de pouvoir se sentir assez accepté, assez considéré dans son équipe
pour pouvoir faire émerger des idées, donner son avis, avoir des points de vue différents pour justement faire émerger de la vraie intelligence collective et prendre en compte les avis de tout le monde pour être plus intelligents ensemble et ainsi être plus productif. Donc, ça permet à l'entreprise d'être plus productif et aussi aux employés d'être plus heureux dans leur métier. Et d'ailleurs, il y a une étude d'Accenture assez récente qui a mesuré que les équipes dans lesquelles il y a de la sécurité psychologique sont 50% plus productives que les autres. Donc, toutes les entreprises ont tout intérêt à amener de la sécurité psychologique à leurs employés, puisque ça les rend heureux, ça les fait rester dans l'entreprise, il y a moins de turnover, et aussi ça rend l'entreprise plus productive. En fait, quelle équipe opérationnellement pour créer la meilleure application possible? Eh ben, c'est pas forcément des experts dans leur domaine. Moi, j'ai travaillé dans une équipe où il y avait plusieurs développeurs qui étaient très doués. Il y avait 3 leads développeurs front. Et ils étaient très bien, sauf qu'ils n'arrivaient pas à collaborer ensemble. Donc, ils ne communiquaient pas ensemble. Et c'est arrivé qu'ils suppriment des branches GitHub ici et là, mais sans le faire exprès, mais parce qu'ils ne communiquaient absolument pas les uns et les autres. Et donc là, c'est clairement de la perte de productivité pour l'entreprise, même s'ils avaient des experts. Et en fait, lié à cette sécurité psychologique, la meilleure équipe, c'est une équipe dans laquelle tous les membres se respectent et arrivent à bien travailler pour le bien du produit et du client final. Et puisque UNUP est très orienté agilité, on retrouve ça dans Scrum, parce qu'il y a 3 piliers dans Scrum: la transparence, l'inspection et l'adaptation. Donc, pour être transparent, il faut avoir le courage de dire les choses. Pour inspecter, il faut être prêt à la critique, à avoir de la communication non violente, puisque pour se dire les choses, il faut se les dire tranquillement, de façon constructive. Et le fait d'avoir de l'inspection, ça permet d'avoir des membres d'équipe qui ne sont pas passifs, mais qui sont leaders, puisque chacun doit prendre ses responsabilités et chacun doit amener sa pierre à l'édifice pour construire un bon produit. Et le dernier pilier, donc l'adaptation, le fait de donner du pouvoir aux membres de l'équipe pour adapter leur process, améliorer leurs événements Scrum, améliorer le produit. Ça permet d'avoir des retours terrain, des retours techniques, des retours métiers qui sont super précieux pour agrémenter la roadmap produit et pour vraiment avoir un produit qui tient la route au final. Donc là, on a vu 2 points. Donc, savoir trouver son public. On est tous, comme j'ai dit, totalement irrationnels. Mais il y a des moyens de contourner ça et d'avoir de la vraie donnée rationnelle, justement. La deuxième chose, donc on vient de le voir, c'est d'avoir un casting d'acteurs sur mesure. Et donc là, le mieux, c'est pas forcément d'avoir des experts, mais c'est d'avoir une vraie mise en œuvre de l'intelligence collective pour avoir une sécurité psychologique des équipes, de l'équipe produit. Donc le troisième point, c'est on va voir l'importance de la qualité et le fait d'exiger le meilleur. Exiger le meilleur, ça veut dire d'avoir une definition of ready qui est exigeante, justement, pour ne pas... donc ça, c'est le rôle du product owner, c'est de ne pas baisser le niveau de qualité parce qu'on va aller vite, parce qu'on veut sortir des features très vite. Il faut toujours exiger le meilleur puisque on est tous totalement submergés par plein de produits différents, par des applications différentes, et on est tous extrêmement critiques par rapport à ce qui nous arrive. Donc, au moindre bug, à la moindre de seconde de chargement d'une page, on râle, et c'est normal, mais
pour ne pas avoir à subir ces critiques-là, eh bien, il faut être extrêmement exigeant dès le départ. Et donc, pour être exigeant, il faut prendre en compte le plus d'avis possible et mettre en œuvre réellement l'intelligence collective dans le processus de développement, le processus de création. Donc, pour mettre en œuvre cette intelligence collective, dans une mission précédente, j'ai mis en place ce qu'on avait appelé entre nous l'Amigos Party. C'est clairement lié à l'événement, au Tres Amigos, donc le Tres Amigos qui regroupe le PO, le testeur et le développeur. Et moi et les membres de mon équipe, on trouvait que c'était pas très efficace comme réunion, qu'il n'y avait pas grand-chose qui en sortait. Et donc, on a décidé d'avoir des refinements, des réunions beaucoup plus productives, beaucoup plus intelligentes. Et donc, on a mis en place ça concrètement. Le refinement amenait à chaque fois des personnes différentes. Si on avait comme objectif de développer une feature complètement nouvelle avec une vraie réflexion sur l'architecture, le back-end, et bien là, on pouvait faire venir dans le refinement, dans l'Amigos Party, l'architecte, un tech lead, le lead dev de l'équipe, et vraiment réfléchir au fond de ce que le développement de cette fonctionnalité amenait. Si c'était une fonctionnalité beaucoup plus front avec l'amélioration des interfaces ou justement l'ajout de boutons par exemple, et ben là c'était pas les mêmes personnes. Là on était avec l'UX UI, le dev front et peut-être que moi, parce que ça amenait pas de changement dans les bases de données et qu'on était vraiment plus sur l'aspect UX UI du produit. Et donc, en plus, quand on sait à quel point peut coûter une réunion au taux horaire de chacun, c'est tout à fait c'est gagnant pour tout le monde puisque les réunions coûtent moins cher à l'entreprise et en plus, c'est que des personnes qui peuvent vraiment apporter quelque chose de concret au produit en amenant leurs idées. Et donc ça, on l'a beaucoup utilisé et c'était extrêmement positif dans le développement du produit. Et donc, exiger le meilleur, c'est aussi d'avoir des critères d'acceptation qui sont le plus exhaustifs possible, pardon. De mon côté, en tant que PO, mon rôle, c'est d'avoir des critères qui font en sorte que l'on respecte très bien les besoins métiers qui sont spécifiés dans l'US, mais aussi grâce aux intelligences collectives, eh bien, ça permet de prendre en compte des critères auxquels moi, PO, je pense pas parce que j'ai pas la science infuse, et ça permet de prendre en compte plein d'aspects plus techniques. Donc, j'ai mis quelques exemples, mais ils sont pas du tout exhaustifs et il y en a d'autres. Ça peut être le fait de mettre un critère de temps de chargement de la page, par exemple. Si on crée une nouvelle page, si on fait des développements qui peuvent être lourds, et bien peut-être que ces développements vont être contre-productifs si le temps de chargement de la page est plus long. Ça peut être le fait de respecter des prérogatives d'architecture. C'est tous un peu compliqué de respecter l'architecture, mais on doit en passer par là. Et de toute façon, si on respecte pas les prérogatives d'architecture, et ben derrière, l'US elle est retoquée, elle est pas développée, ou alors si elle est développée, elle est pas forcément mise en prod. Donc tout le monde a perdu. Ça peut être le fait de justement en intégrant l'UX UI de respecter les chartes graphiques parce qu'elles peuvent évoluer, parce qu'il peut y avoir des changements et donc les personnes qui connaissent vraiment bien la charte graphique peuvent être incluses si on est vraiment dans du front. On m'a aussi parlé la dernière fois que j'ai fait cette présentation d'inclure des critères de sécurité parce que si les développements ne respectent pas les critères de sécurité de l'entreprise, et ben la mise en prod elle va jamais se faire et là c'est aussi du temps perdu. Donc les critères d'acceptation sont super importants et il faut exiger le meilleur pour avoir un produit solide qui tienne la route.
Le deuxième aspect, c'est, alors dans mon expérience, c'est que les maquettes sont extrêmement importantes, surtout pour le front, parce que les maquettes permettent d'avoir un support pour mener cette intelligence collective. Il y a plein d'avantages à avoir des maquettes. Ça peut être un dessin sur une feuille, ça peut être fait sur Figma, ça peut être fait sur plein de logiciels différents. Le principal, c'est d'avoir une maquette et de se poser sur un dessin pour pouvoir parler du fond, parler du vrai. Ça permet au PO de réfléchir, de se poser les bonnes questions avant de présenter quelque chose qui est peut-être pas fini. Ça permet à tout le monde de se poser les bonnes questions. Ça permet de mieux communiquer, donc éviter les quiproquos, parce que si on fait tout à l'oral, tout à l'écrit avec des phrases, eh bien on oublie forcément des choses, et d'être le plus exhaustif possible. Et ça permet d'intégrer toutes les approches structurelles du UX, de penser au responsive, de penser aux approches, de penser au fait que ce soit inclusif pour les personnes handicapées, par exemple. Donc voilà, il y a plein de choses qui ressortent des maquettes et qui sont super intéressantes. Et donc les maquettes, ça permet vraiment de collaborer sur du concret. Donc là, par exemple, dans mon expérience, on avait beaucoup utilisé Figma. Donc ça permet d'industrialiser les écrans si on est sur Figma. Donc d'avoir tout le plan de notre produit sur Figma, ce qui permet d'éviter de faire de la documentation trop lourde, puisque la documentation, en fait, elle est faite via les maquettes. Ça permet d'avoir une vraie cartographie de toutes les interfaces, de prendre en compte l'expérience utilisateur. On peut exporter le code front aussi, et ça permet d'avoir des prototypes accessibles via une URL. Et ça, c'est extrêmement puissant, parce que le fait d'avoir des prototypes sur lesquels les utilisateurs peuvent cliquer, peuvent se projeter, eh bien, quand on veut sortir un MVP, c'est extrêmement puissant parce que faire tester une maquette, ça coûte beaucoup moins cher que de faire un développement et de se prendre un mur si on a fait les mauvais choix. Et donc, créer une maquette, faire une maquette cliquable et la faire tester par des utilisateurs, ça permet de récolter plein d'avis qualitatifs, quantitatifs et de s'en nourrir pour créer la meilleure application possible. Et la dernière chose, alors on dit parfois pour s'amuser, tester c'est douter, oui, mais tester c'est super important. Là j'ai fait une petite liste de choses à penser pour le test. C'est pas exhaustif, ça dépend vraiment de notre environnement, de notre produit, de notre équipe aussi parfois. Quelque chose que j'aime bien dire, c'est que les tests de non-régression automatiques, c'est super, mais si dans les intelligences collectives, eh bien, le testeur n'est pas inclus et qu'il n'est pas mis au courant de développement qui vont changer tout le process, tout le parcours utilisateur, eh bien, il ne pourra pas mettre à jour ses TNR auto. Et là, on aura des faux cas bloquants, alors qu'en fait, les développements peuvent être totalement bons. D'autres aspects, ça peut être le fait, d'autres aspects de test, ça peut être le fait d'avoir une revue de code, de s'assurer que tous les critères d'acceptation de l'US ont tous été validés, que la documentation a été mise à jour, etc., etc. Donc cette liste n'est pas exhaustive, mais il faut bien le garder en tête que livrer vite, c'est pas forcément livrer bien. Et que si on livre des choses buggées en prod, eh ben, les utilisateurs ils vont vraiment le voir tout de suite et ça va être tout de suite un retour de bâton. Alors, une fois qu'on a vu tout ça, savoir trouver son public, la mise en œuvre de l'intelligence collective pour vraiment opérationnellement être performant et s'assurer d'avoir une bonne qualité de développement. Et bien derrière, je vous en parlais au tout début, c'est comment est-ce qu'on récolte la critique. Et c'est là que rentre en scène le Net Promoter Score. Le Net Promoter Score, en fait, il est calculé par des notes d'utilisateurs. On a tous reçu des
des emails ou des notifications sur nos applications pour dire est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous recommanderiez cette application, cette plateforme d'achat? Et on est amené à noter notre expérience client de 1 à 10. En fait, tout ça, c'est fait pour calculer le Net Promoter Score. Le Net Promoter Score, en fait, il se mesure de cette manière. Les personnes qui notent leur expérience de 1 à 6 sont données comme détracteurs. Donc, c'est les personnes qui vont être considérées comme des personnes qui ne vont pas du tout recommander votre produit. Les personnes qui notent le produit, l'expérience de 7 à 8 sont considérées neutres. Et les personnes qui notent de 9 à 10 sont considérées comme promoteurs. Et donc, il y a cette méthode de calcul, Net Promoter Score égale pourcentage promoteur moins pourcentage de détracteurs. Un biais culturel que l'on a en France, c'est que personne ne met jamais la note de 10 sur 10. Il y a plein de pays où un 10 sur 10 est totalement faisable, mais en France, c'est compliqué. Donc, il y a plein d'entreprises qui essayent d'éviter ça. Et l'autre jour, j'étais dans un hôtel et cet hôtel avait ceci d'affiché dans l'ascenseur. Notez votre expérience 6 ou moins, 7 à 8, 9 à 10. Et on voit qu'ils ont rajouté des petits smileys pour amener les Français à leur dire bon, bah, si vous êtes satisfait, vous pouvez mettre 10. Ça ne veut pas dire que c'est parfait. Et donc, il y a plein de petites choses comme ça qui sont faites par les entreprises. Parfois, les entreprises, justement, elles utilisent les couleurs rouge, jaune et verte dans leur communication pour nous amener à choisir la couleur qui est la mieux représentative de notre expérience. Mais en France, c'est assez compliqué d'avoir un 10 sur 10. Mais il y a plein de manières d'amener les personnes, les publics à donner une bonne note. Et je voudrais finir par ce cas d'usage lors d'une expérience que j'ai où j'ai mis en œuvre le NPS, où on était dans un contexte, donc c'était une application Android, et on était en post-MVP, et l'entreprise avait pour volonté d'aller au-delà du MVP et pour gagner des parts de marché. Sauf qu'il y avait des retours qui n'étaient pas très positifs, et voilà, les équipes, l'entreprise n'était pas très chaud pour lancer le produit dans d'autres pays, parce que les premiers testeurs, justement, ils étaient français, et c'était les autres pays européens qui étaient visés par la suite. Mais on a décidé de commencer à mesurer le NPS. On savait qu'on allait avoir une très mauvaise note, mais on savait surtout qu'on avait besoin de vrais retours qualitatifs et quantitatifs des utilisateurs. Et en février 2023, on a eu une note de 5,3 sur 10, ce qui était très mauvais, mais on savait. Mais au moins, ça nous a permis de savoir d'où on partait pour aller quelque part. Et on a eu énormément de retours, on a fait beaucoup de développement pour améliorer l'expérience, on a aussi eu plein de petites idées pour améliorer le produit, qui étaient vraiment des quick wins, mais on n'y avait pas pensé. Et aujourd'hui, en mars 2024, aujourd'hui, il y a quelques mois, en mars 2024, après plusieurs mises en production, un peu assez dodues, eh bien, on est arrivé à une note de 7,08 sur 10, sachant que le nombre d'avis a été multiplié par 20. Et ok, c'est pas parfait. Et il y a encore une marge de progression. Par contre, maintenant, on sait que le produit, il répond quand même aux besoins. C'est pas dithyrambique, c'est pas parfait, mais quand même, ça s'est beaucoup amélioré. Et ça s'est amélioré comment? Parce que, je l'ai dit un petit peu, on a eu des retours qualitatifs des utilisateurs dans les enquêtes, donc en plus des retours quantitatifs. Ça nous a permis de créer un groupe de power users, donc des utilisateurs vraiment clés qui connaissent très bien leur métier, qui avaient vraiment envie de donner leurs avis et qui étaient super intéressés par ces évolutions. Donc, alors, il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce que l'on nous dit,
Par contre, c'est super intéressant d'avoir des vrais retours terrain pour améliorer le produit. Et aussi, notre équipe, elle avait une très grande liberté dans la roadmap. Il y avait une grande sécurité psychologique justement, et on était très libre de choisir quelles évolutions on voulait apporter, qu'est-ce qu'il fallait faire pour améliorer le front, améliorer la gestion de la base de données pour que ce soit plus rapide, améliorer la fiabilité, puisqu'il y avait souvent des crashs d'applications. Et donc là, c'était vraiment du travail de fond, du travail très technique. Mais entre le travail très technique, le travail d'amélioration du parcours utilisateur, de l'expérience utilisateur, on a réussi à remonter la pente petit à petit. Et on a pu mesurer ces évolutions-là en faisant des enquêtes régulières après chaque livraison un petit peu qui apportait de vraies améliorations utilisateurs. Donc on a vu vraiment le score monter petit à petit et c'était extrêmement gratifiant pour l'équipe. Et d'ailleurs, notre objectif principal d'équipe, c'était d'améliorer notre KPI, c'était d'améliorer la note du NPS. Donc, en résumé, il ne faut pas du tout avoir peur de la critique, il faut plutôt s'en nourrir. Et justement, le fait de mesurer le Net Promoter Score, de savoir qu'on va le mesurer, ça permet de tout mettre en œuvre pour réfléchir à la meilleure manière de créer une super application. Et surtout, il faut être sûr que dès le départ, il y aura des retours très négatifs parce que, comme je vous l'ai dit, on est tous réfractaires au changement, on est tous réfractaires à l'innovation, il y a plein de biais. Et il ne faut pas du tout avoir peur de la critique et justement, il faut s'en nourrir parce que voilà, il faut être humble. Et c'est pas parce qu'on n'a pas de critique positive que le produit est mauvais. Il faut peut-être changer son fusil d'épaule, il faut peut-être changer les verbatims, des petites choses, mais c'est super important d'avoir de la critique pour améliorer le produit. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il nous reste encore quelques minutes pour répondre aux questions. Alors, il y a une première question, c'est est-ce que des tests utilisateurs à grande échelle sont pertinents pour obtenir des retours sur l'appli ou trop compliqués à mettre en place? Est-ce que des tests utilisateurs à grande échelle sont pertinents pour obtenir des retours sur l'appli? Alors oui, pardon, j'ai dû lire 2 fois la question. Oui, les tests utilisateurs à grande échelle sont très pertinents parce que le problème, un des problèmes qu'on a vu dans le cas que je vous ai donné, c'était qu'au départ, on n'avait pas beaucoup d'utilisateurs et donc il y avait un gros risque d'effet loop parce qu'il y a toujours des personnes qui sont très vindicatives et sauf que les personnes les plus vindicatives ne sont pas forcément les plus représentatives et donc plus on a d'utilisateurs qui font des retours, plus c'est pertinent. Après, plus on a d'utilisateurs, plus c'est compliqué peut-être d'avoir des retours. Et donc là, on tombe dans autre chose. Moi, je reçois souvent des emails justement pour recueillir le Net Promoter Score. Et j'ai l'impression que je peux juste cliquer sur l'email pour mettre la note. Mais à chaque fois, ça m'envoie sur une landing page pour donner mon avis, donner ma note, etc. Et c'est trop compliqué. Donc, j'abandonne à chaque fois parce que j'ai pas que ça à faire. Donc, dans ces cas-là, quand on a des retours qu'on a une grosse audience pour recueillir les retours, eh bien, il faut vraiment être très, très efficace dans l'expérience de récolte de l'utilisateur, parce que dans le retour de l'expérience utilisateur, parce que la personne qui répond, elle n'a pas que ça à faire. Donc, c'est là où il faut être un peu smart et être le plus simple possible. Tester, c'est coder, oui, c'est vrai aussi. Il ne faut pas utiliser le NPS également pour mesurer la performance de l'équipe produit. Je pense que c'est une question. Il ne faut pas utiliser le NPS également pour mesurer la performance de l'équipe produit. Alors, on peut. En fait, si là, c'est une stratégie d'entreprise. Si la stratégie d'entreprise, c'est d'avoir une très bonne satisfaction utilisateur,
ça peut être un très bon KPI pour mesurer la performance de l'équipe. Par contre, comme je le disais, mesurer la performance de l'équipe, ok, mais le plus productif, c'est que l'équipe soit en sécurité psychologique et puisse s'adapter à la situation, puisse proposer des idées, puisse vraiment être vraiment partie prenante dans la roadmap et que ses avis soient tenus en compte. Donc, à mon avis, c'est super intéressant d'avoir le NPS comme KPI de performance de l'équipe, mais il faut aussi leur donner un petit peu de liberté pour qu'ils aient les mains libres pour eux-mêmes apporter leur pierre à l'édifice. Je n'étais pas là au début. Quelle était la composition de l'équipe agile? Dev, BA, PO. J'ai pas forcément donné de composition de l'équipe agile. Alors, dans l'exemple que j'ai donné dans la deuxième partie, où je disais où on parlait de la mise en œuvre de l'intelligence collective, ce qu'on disait, c'était que le plus important, c'était pas d'avoir que des experts, c'était d'avoir des personnes qui savent collaborer ensemble, qui savent se parler, qui savent vraiment construire ensemble un bon produit et que tous les avis soient pris en compte. Donc, je vais pas forcément rentrer dans les détails de la meilleure équipe agile. Dans l'exemple que j'ai donné où on avait utilisé le NPS, dans l'équipe, on était en Scrum, même il y avait plusieurs équipes, donc on était en Safe. Et dans mon équipe, on était un PO, un Scrum Master, un testeur. Il y avait 3 devs, trois devs front, pardon, un tech lead front et 2 devs back-end. Donc, mais ça dépend vraiment du contexte de l'entreprise, du produit. Je suis pas sûr qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises réponses à ce sujet-là. Ça dépend de l'efficacité de l'équipe. À mon avis, en fait, il faut que tout le monde ait sa place et que tout le monde sache collaborer ensemble. Et si il y a des personnes qui n'arrivent pas à travailler ensemble, eh bien, il vaut peut-être mieux réduire l'équipe et pour que ce soit le plus performant possible. Comment documentez-vous les user stories? Comment documentez-vous les user stories? Alors, ça dépend du sujet. Si c'est une user story qui est vraiment fonctionnel front, eh bien, alors, j'utilise forcément en tant que utilisateur, je veux que afin de. Ça, c'est classique. Le gros enjeu d'une user story pour moi, c'est que les devs et les personnes qui doivent les lire les lisent. Et si c'est trop complexe, si c'est trop long, ils vont pas les lire. Et donc, il faut être le plus succinct possible, que chaque mot puisse être très pensé, très réfléchi. Et donc, d'abord, je veux que afin de. Si c'est du front, j'intègre les maquettes, je donne un peu plus de contexte. Si c'est du back, on peut amener le schéma des bases de données. On peut expliquer par un schéma parce que tout visuel est super important. Par un schéma, on peut montrer toutes les interactions entre les bases de données pour comprendre comment ça fonctionne. Et puis, si on a besoin de plus, si on est vraiment sur du gros développement from scratch dès le départ, là, il vaut mieux écrire une plus grosse documentation qui sort des US, justement. Parce que les US, comme je disais, pour moi, elles doivent vraiment être succinctes et être à la fois exhaustives et succinctes pour qu'elles soient lues. Mais bon, à chaque fois, je dis aux devs, dites-moi si c'est assez pour vous, si c'est trop flou. Si je vois que dès le départ, il y a trop de questions qu'ils comprennent pas, et ben ça veut dire que moi, derrière, je dois retravailler parce que peut-être que ce que j'ai fait est pas bon. Et derrière, je dois retravailler pour être plus précis. Est-ce que c'est une bonne manière de mesurer le NPS après le lancement d'un prototype ou POC? Juste après un prototype ou POC,
Juste après, peut-être pas. Parce que nous, quand on lançait et quand je lance un POC, justement, je crée une enquête où je donne le prototype cliquable à des utilisateurs que j'ai définis en amont. Donc je définis des power users où je sais qu'ils vont pouvoir faire des retours concluants, enfin des retours intéressants. Et dans ce cas-là, je me sers plus des retours quantitatifs, enfin plutôt qualitatifs, pardon, des retours qualitatifs suite à ces tests-là. Et alors moi, je l'ai jamais mis en place personnellement, mais il y a des outils. Par exemple, il y a l'outil Maze qui permet de voir où cliquent les utilisateurs et de mieux comprendre les frictions dans le parcours utilisateur. Et ça peut être super intéressant pour avoir du retour très rapide quand on est en mode POC, justement. Le NPS, c'est quand on est un peu plus sûr de soi, qu'on pense avoir fini et qu'on veut mesurer les retours utilisateurs. Mais pour moi, ça se suit. C'est d'abord envoyer un prototype cliquable et avoir des retours plus qualitatifs. Si on a beaucoup d'utilisateurs, qu'on veut agréger beaucoup de données, beaucoup de quantité de données, peut-être que là, la mesure de tous les clics par mail ou tout type, ou alors Datadog fait aussi plein de choses comme ça. Peut-être qu'on peut mesurer des données comme ça. Bon, Datadog, on n'est plus trop sur de la maquette, mais pour moi, ça se suit. Le NPS, c'est qu'on est un petit peu plus installé, mais qu'on est dans une démarche itérative pour améliorer le produit. Je crois que j'ai une autre question. Tu veux dire, Fatima Boisa, tu veux dire, est-ce une bonne façon de faire? Ok. Est-ce une bonne manière? Alors oui, est-ce une bonne manière de faire, de mesurer le NPS après le POC? Comme je viens de dire, si on pense soi-même que le POC est validé et qu'on va être dans une démarche itérative, c'est super intéressant. Par contre, si on est toujours en plein doute, qu'on a prévu plein de choses pour améliorer le produit et qu'on sait qu'on n'a pas du tout fini, dans ce cas-là, le NPS est peut-être moins utile et on peut s'épargner cet effort-là parce que peut-être qu'il y a d'autres manières de récolter les retours utilisateurs qui sont plus intéressantes. Je m'excuse pour mes questions mal posées, mais il n'y a pas de problème. Personne n'est parfait, moi le premier. Je pense pas avoir vu d'autres questions. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, si vous avez d'autres questions plus précises ou qu'il y a d'autres questions qui vous viennent après ce live, vous me les posez. Vous pouvez me les poser dans mes DM et puis j'y répondrai avec plaisir et puis on pourra se connecter pour parler produits parce que c'est toujours intéressant de parler produits. Merci à vous et puis définitivement cette fois bonne soirée.